Le professeur Denis Duboule est biologiste. Né à Genève en 1955, il obtient son titre de docteur en sciences en 1984. Il partage son temps entre la direction du département de zoologie et de biologie animale de l'Université de Genève et l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Spécialiste mondialement reconnu, cité et récompensé de nombreuses fois, il a été l'un des pionniers de la recherche sur les gènes architectes à mettre en évidence leurs rôles fondamentaux dans la formation du squelette des vertébrés. Dans ce domaine, son animalerie constitue une des plus grandes bibliothèques de gènes modifiés du monde. Alors l'homme, vous le voyez là, cet homme, il a quelques millions de milliards de cellules. Chacune de ces cellules, elle a au centre un noyau. Dans le noyau, il y a des chromosomes. Et chaque chromosome, en fait, c'est un énorme spaghetti d'ADN, une très longue molécule d'ADN. Et à l'intérieur de ce filament, on va avoir des gènes qui vont être disposés les uns à côté des autres et qui sont donc les gènes architectes. Oui, ce qui est très particulier dans le système qu'on a étudié depuis des années, c'est que ces gènes architectes que vous voyez là, en fait, sont alignés sur le chromosome, un peu comme des oiseaux sur un fil. Ils sont alignés les uns à côté des autres. Et ces gènes vont fabriquer le bras, et chaque gène va fabriquer la partie du bras qui va correspondre à l'alignement. Donc on va avoir 4 gènes ici qui vont être responsables de fabriquer la main, et puis des gènes un peu plus loin qui vont fabriquer l'avant-bras, et puis encore des gènes un peu plus loin qui vont fabriquer le bras. Et donc, on a une sorte d'image génétique dans l'ordre de ces gènes qui reproduit notre future image morphologique, corporelle. C'est inscrit déjà dans ce petit morceau de chromosome que vous voyez là. Un homme sur son vélo illustre très bien ce qu'est la condition humaine, finalement. C'est à la fois ce côté technique qui reflète l'intelligence humaine, et puis cette posture et cet effort qui reflètent en fait notre animalité. On considère l'homme comme un modèle des vertébrés, comme l'achèvement de quelque chose, parce que c'est nous qui nous considérons comme l'achèvement de quelque chose. Mais dans le fond, on a évolué autant que les autres vertébrés dans une direction particulière qui fait qu'on a acquis ce cerveau énorme. Mais nous ne sommes pas au bout de quelque chose, nous sommes simplement un vertébré parmi les vertébrés. Quand on regarde ce singe, on a l'impression que vraiment il est différent d'un être humain. Et puis si on regarde une petite souris, encore plus. Mais en fait, c'est un vertébré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a des constantes. Alors par exemple, on voit ici qu'il y a 7 vertèbres cervicales, comme chez la souris, comme chez l'homme. Et puis il y a à peu près 13 vertèbres qui portent des côtes. Et puis on compte 5 doigts, exactement comme chez les hommes, exactement comme chez les souris. Donc finalement, puisque les gènes architectes, puisque l'information génétique est pratiquement identique entre ces différents vertébrés, c'est pas étonnant que le plan global du corps soit similaire. Que se passerait-il si, par exemple, je prenais ce gène, ce petit chocolat-là, et puis je vais le mettre ici, et puis je vais mettre celui-là à cette place-là? Alors la question maintenant, est-ce qu'on va avoir un bout de main ici, puisque c'est un gène de la main? Est-ce qu'on va avoir un bout d'avant-bras ici, ou bien est-ce que ça va rester pareil? Et c'est ce genre d'expérience que l'on peut faire avec ces souris génétiquement modifiées que nous avons dans l'animalerie. Alors pour modifier un embryon génétiquement, c'est une longue aventure. C'est pas quelque chose qu'on fait en 10 minutes dans sa cave. Ça passe par l'utilisation de cellules souches, de ces fameuses cellules souches, dans lesquelles on va modifier le gène. Donc tout ça se fait dans des bouteilles en culture.
Et puis ensuite, à partir de ces cellules souches, on va produire un embryon. Puis après cet embryon, on va le remettre dans une femelle porteuse. Et puis une génération plus tard, on aura une souris qui sera modifiée génétiquement. Alors c'est des années et des années de croisement, parce qu'évidemment, la génétique, c'est des croisements. Donc il va falloir croiser les souris entre elles, et puis prendre les petits, déterminer quels gènes ils ont hérités, ça on sait le faire d'un point de vue moléculaire, puis on va les recroiser avec d'autres souris, etc., etc. Et tout ça, ça se passe dans des animaleries qui sont vraiment le cœur du travail de mon laboratoire, en tout cas. Donc à la fin de l'expérience, on obtient des souris. Et puis ce qu'on veut savoir, c'est comment elles sont organisées. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'organisation? Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est de prendre une mère qui est porteuse, et puis on va euthanasier cette femelle et analyser les embryons, regarder si les bonnes structures sont aux bons endroits, comment ils ont développé tel organe, etc. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire du mal aux animaux. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller dans ma justification pour accepter de faire du mal aux animaux. Dans mon laboratoire, comme je le disais, c'est pas vraiment le cas. Maintenant, le problème éthique général, je pense que c'est un problème pour lequel les scientifiques devraient avoir une voix à donner, un avis, mais qui est un problème de société. Hein. C'est à la société à décider. Soit effectivement, on privilégie l'être humain, et là, dans ce cas-là, il faut donner les moyens de ce privilège, c'est-à-dire qu'on décide qu'effectivement, il y a un certain nombre de maladies qu'on aimerait soigner chez les êtres humains, un certain nombre de souffrances qu'on aimerait adoucir, et dans ce cas-là, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des animaux. Ce qu'on fait ici, c'est une recherche qui est vraiment fondamentale. On essaie de comprendre des mécanismes. Alors maintenant, l'utilisation de cette compréhension par d'autres, elle est flagrante, mais ce n'est pas vraiment notre domaine. Par exemple, on a eu beaucoup de contacts avec des pédiatres qui maintenant ont compris des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Par exemple, pourquoi beaucoup d'enfants qui ont des problèmes de doigts à la naissance ont aussi des problèmes dans la formation des organes génitaux extérieurs. Il y a aussi tout le milieu industriel, les milieux qui vont produire de l'innovation en utilisant des technologies qui sont un peu inspirées de ce qu'on a mis sur pied. Ça peut se faire, ça peut ne pas se faire. Donc cette recherche a bénéficié en fait à plusieurs disciplines, que ce soit l'évolution, la paléontologie, des gens qui vont rechercher de l'ADN dans les momies pour essayer de comprendre les migrations, etc. Bien sûr que ça participe à cet effort. Alors, là, à droite, c'est l'inversion et c'est pour T13. C'est l'embryon de droite, là. Voilà. Et on voit bien la perte de l'expression. Ah oui, ils sont magnifiques. La raison profonde pour laquelle les biologistes s'intéressent à la biologie, que ce soit de la biochimie, de la biologie de l'évolution, c'est que finalement, c'est quelque chose qui nous concerne, c'est de comprendre d'où on vient. Il y a deux questions. D'où on sort d'un point de vue personnel, c'est notre embryologie. Puis deuxièmement, d'où on sort, nous, comme groupe d'individus. Ça, c'est l'origine de l'espèce humaine. C'est deux questions qui sont très différentes, mais qui ne sont pas si éloignées l'une de l'autre, en fait.
c'est une curiosité, ce sentiment de venir le matin en se disant mais qu'est-ce qu'a donné cette expérience? Qu'est-ce qu'on va me dire, hein, de demander à ses collaborateurs est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Et puis de constamment être mis en question. Il n'y a pas une journée qui ressemble à la journée d'avant. Hein. Vous construisez des modèles extraordinaires qui s'effondrent lamentablement en une journée, des années de pensées, de concepts que vous mettez en place. Il y a tout qui est par terre. Et puis inversement, tout d'un coup, en une journée, vous pouvez avoir un résultat qui vous fait réaliser des choses comme si vous entriez dans une caverne d'Ali Baba. Vous dites, mais bien sûr, c'est ça, et je vais démarrer ça, et je vais démarrer ça. Et puis c'est l'impression aussi de participer à une énorme activité humaine qui est celle de la construction de la connaissance.